on va parler de Cyberpunk, et on va parler plus précisément d'une petite découverte assez sympa que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça en regardant la carte du monde. Bon, la carte est un peu blindée de plein d'icônes un peu partout, jusque-là, tout va bien. Mais il y a un petit détail. Au milieu de tout ça, saupoudré entre tous ces petits points, il y a des petits points bleus qui te disent où tu es précisément. Et vous êtes très certainement en train de vous dire que j'ai sûrement consommé un peu trop de Blue Ice, mais c'est pas le cas, alors soyez un petit peu attentifs. Figurez-vous que j'ai remarqué que ces petites icônes bleues existaient aussi dans le monde lui-même, et qu'elles étaient toujours accompagnées de ces espèces de petites bornes bizarres. Alors je me suis enfin trouvé assez curieux pour m'approcher de l'une d'elles et voir ce que c'était que ces petits machins. Aurais-je enfin trouvé l'un des plus beaux secrets de Cyberpunk 2077 ? Et bah il se trouve que oui. Parce que derrière ces petites bornes en apparence assez simplistes, j'ai découvert qu'elles étaient utilisées pour le voyage rapide et que ça existait dans le jeu. Alors je sais que vous faites les yeux ronds, mais je vous promets que ça va finir par prendre du sens. Regardez. En général, j'ai le syndrome du mec qui rush un peu trop les jeux lors de ma première run, parce que je veux comprendre l'histoire, j'ai ce besoin viscéral de connaître la suite. Bon, vous vous en doutez, c'est ce que j'ai fait avec Cyberpunk, alors pendant ma deuxième run, j'ai pris le temps de découvrir le monde, toutes les petites quêtes secondaires, les petits recoins de la ville, j'étais vraiment touriste, je voulais comprendre mon environnement. Bah, vous savez quoi, même dans cette optique, ça m'a pris peut-être encore 15 ou 20 heures de trouver les points de téléportation. Et je me suis pas du tout senti agacé ou frustré ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Et je dois quand même avouer que pour quelqu'un comme moi, c'est plutôt anormal. Je veux dire, j'ai joué à The Witcher 3 qui a un système de voyage rapide quasi identique et j'ai pour souvenir de l'avoir utilisé autant que possible. C'est très rare que je n'utilise pas le voyage rapide dans un jeu. Même dans Elden Ring, qui possède un monde absolument magnifique, où l'exploration est très souvent récompensée, et le hasard d'une simple balade peut vous amener à faire de terribles découvertes, bah j'utilisais quand même les voyages rapides. Peut-être trop d'ailleurs, mais dans Cyberpunk, je n'ai jamais pensé à utiliser le voyage rapide. Je n'ai jamais pensé à son absence apparente, ce qui est bizarre. Mais encore plus bizarre, c'est qu'après 70 heures de plus, une deuxième partie presque finie à 100%, et même après avoir appris que ça existe, je n'utilise toujours pas le voyage rapide pour me déplacer à Night City. Je pense que mon désamour du voyage rapide à Night City vient de cette relation étrange que j'ai avec Cyberpunk en tant que jeu, et avec Night City en général, parce que j'adore ce monde. C'est juste que je ne sais pas si je suis vraiment censé l'aimer. Cyberpunk commence par te faire choisir ce qu'on appelle un style de vie de ton personnage. T'as 3 options différentes, nomade, gosse des rues et corpo, et honnêtement, je pourrais te faire une description de ce que ces termes veulent dire, mais 90% de la description est déjà dans le terme. Ce qui nous intéresse par contre, c'est que pour ma deuxième partie de Cyberpunk, j'ai choisi le style de vie gosse des rues. J'avais déjà fait nomade et je venais tout juste de finir Edge Runner, donc l'inspiration était assez forte. Quand tu commences en gosse des rues, c'est plutôt rude. L'histoire complète n'est jamais vraiment expliquée, mais l'impression que j'en ai gardée, c'est que V en gosse des rues s'était fait un petit nom à Night City, puis avait filé à Atlanta pour y trouver gloire et fortune pour de bon, pour revenir finalement en rampant quand tout s'est cassé la gueule. Et même s'il a quelques vieux contacts pour l'aider à se remettre sur pied, il n'arrive même pas à voler une voiture, un délit très mineur dans cette ville, sans que tout ne parte en vrille. Mais c'est là qu'on est introduit à Jackie, et que les choses commencent enfin à aller mieux, représentée par cette cinématique très touchante où on voit V aménager chez Jackie et sa mère, la tout aussi adorable Mama Wells. V et Jackie apprennent à bosser ensemble en équipe pour tous les boulots dont les habitants de Night City ont besoin qu'on s'occupe en sous-main. Et la scène se termine sur V, qui retrouve enfin une base solide et obtient son propre appartement. Je vais pas m'amuser à vous faire le descriptif de chaque point de départ, ce que je vais faire en revanche, c'est vous parler du point où chaque départ converge. Chaque lore choisi a la même finalité, et pourtant un départ très différent. C'est là que les développeurs nous donnent un message central sur le monde de Night City dès le départ. Juste histoire d'annoncer la couleur. Tu peux commencer au sommet ou dans la rue, tu n'auras pas de fin heureuse. Night City n'en offre jamais. Night City, c'est une histoire qui se raconte dans les rues et les arrière-cours de Pacifica, jusqu'au dernier étage de la suite la plus chic de la ville. Même au-dessus des nuages, il n'y échappe pas. Demande juste à la famille Arasaka. Chaque histoire de Cyberpunk, c'est le récit d'une tentative désespérée de devenir plus que ce que tu n'es déjà, dans un monde qui ne veut pas que tu réussisses, qui se fiche de savoir si tu survis à la tentative et qui, honnêtement, préférait que tu n'y survives pas. Dès le départ, peu importe l'histoire qu'on prend ou qu'on se fabrique, on dit que Night City ça craint, que c'est un choix, un marché de viande où tu peux prendre une balle littéralement à tout moment. Et ouais, c'est plutôt vrai, et ça l'a même toujours été. Tenez, on peut voir Night City en 2023, et c'est déjà de la merde, et quand 2077 arrive, c'est toujours de la merde, et ça le sera probablement toujours. Tenez, la quête de River par exemple. Moi je trouve que c'est l'une des quêtes qui nous permet de voir de façon très crue l'infini de possibilités immorales dont Night City dispose vraiment. Tout ça pour dire que ce monde est immersif. Il m'aspire, il me donne l'impression d'y être, et même parfois l'envie d'y être. Et je sais que ça peut paraître bizarre, surtout vu tout ce que je viens de dire et tout ce que je vais continuer à développer. Mais je suis tellement pas habitué à ça, à l'idée d'adhérer vraiment au monde dans mes jeux vidéo en monde ouvert, que ça me semble presque nouveau à chaque fois que je lance Cyberpunk. Et je sais que Night City est censé représenter la dystopie infernale d'un capitalisme brut et débridé.
avec des mégacorpos qui sont littéralement devenus la politique. Elles ont même les gangs dans leur poche pour garder les rues sous contrôle exactement comme elles le veulent. Mais même après avoir sorti son neveu de la ferme d'Englewood, River ne peut pas s'empêcher de commenter la beauté physique de Night City. Et je le comprends totalement, quand tu regardes vraiment, ce ne sont pas juste les lumières, la foule et la verticalité, mais tous ces petits recoins, ces petites poches de la ville qui semblent défier la ville elle-même. Et c'est assez évident qu'une énorme ville florissante au milieu du désert, c'est entièrement artificiel. Ça ressemble vraiment à un piège aux lumières brillantes, une sorte d'appât pour attirer de nouvelles viandes. Et devinez quoi, sa seule finalité, c'est simplement de se faire broyer puis de se faire recracher. Cette ville est tout aussi fausse que tes chances de pouvoir y échapper. Il y a un truc qu'il faut comprendre avec Night City, c'est que les gens sont désespérés de partir d'ici. Que ce soit le début de Ghost des rues, jusqu'à la famille de Paname, à Judy, même aux PNJ les plus random qui discutent dans la rue. On dirait vraiment que les seules personnes qui veulent vraiment être à Night City sont celles qui ont un intérêt à garder les autres ici le plus longtemps possible, parce que finalement, c'est là que se trouve le profit. En parlant de profit, ça me fait penser à un truc. Il y a quelque chose de sexy dans une cigarette, vous trouvez pas? Genre un truc un peu séduisant et attirant. Est-ce que vous voyez le délire? Et même en sachant à quel point c'est mauvais pour nous, à quel point ça pue, à quel point ça peut être addictif, cher, enfin, vous connaissez la chanson de manière générale, quand tu vois quelqu'un fumer dans un film, c'est censé être stylé. Il se trouve que dans Cyberpunk 2077, l'humanité a décidé d'utiliser le peu de terre agricole qui lui reste pour cultiver du tabac. Du tabac et une poignée de cultures nécessaires à l'alcool. La nourriture peut donc être synthétique, mais il n'y a aucun substitut à la douce étreinte du Marlboro. C'est quand même vraiment absurde. Et c'est ça, la thèse de tout le genre cyberpunk. L'humanité a rendu le monde tellement avide et tellement pourri que plutôt que de consacrer notre énergie et nos ressources à améliorer notre qualité de vie et à l'essentiel, on préfère préserver l'authenticité de nos vices. Et CD Projekt a un don pour adapter les univers dans lesquels t'as littéralement envie de mourir. Ils ont un vrai talent pour faire des jeux vidéo dans lesquels les mondes sont manifestement affreux pour leurs habitants. Et pourtant, ils restent attirants, c'est quand même vraiment particulier. Et c'est là tout le concept de Night City. Tout le monde la déteste, mais personne ne peut la quitter. Et moi, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il y a quelque chose d'attirant dans l'hédonisme, d'autant plus grisant dans le risque et terriblement séduisant dans le fatalisme. Et c'est le contrat fataliste que propose Night City dans Cyberpunk 2077. Toute la gloire, tous les trésors, toutes les promesses et les opportunités de Night City, tout ça, c'est à toi. Le seul prix, c'est ta vie, et de toute façon, tu vas finir par la perdre parce que t'es à Night City. Alors pourquoi ne pas se laisser tenter? Il est très facile de regarder à l'intérieur et de voir le cœur répugnant de cette ville. Les rues sont crades, la nourriture est fausse, et quand elle est vraie, c'est profondément dégueulasse. Faut quand même comprendre que t'as plus de chances de survivre sur une table d'opération que dans une supérette, et la plupart des gens meurent de façon brutale et prématurée. Ou sont tout simplement kidnappés et torturés pour du sur du marché noir. Et puis à côté de ça, vous avez les pubs qui hurlent à peu près à tous les coins de rue, la nature qui, de son côté, a quasiment disparu, les gens sont profondément désagréables, les mégacorpos provoquent des dégâts irréversibles à la planète, et je pourrais continuer ainsi éternellement. Night City est clairement indésirable, à tellement mais vraiment tellement de niveaux. Et pourtant, malgré ce monde sombre et corrompu, il y a une beauté étrange qui t'attire. Comme Jackie le dit si bien, impossible d'arrêter de kiffer Night City. Je pense que son attrait le plus profond, c'est que Night City est attirante parce qu'elle a une culture. CD Projekt Red a mis énormément d'efforts pour créer un vrai sentiment de culture et d'histoire culturelle, notamment avec un large éventail de musique pour les radios de Night City. A noter que ce ne sont pas juste des morceaux sous licence déjà existants. C'est pour la plupart une musique originale, une grande partie fait référence à la ville, au lore du jeu et un petit peu de pop culture. La musique prend aussi des positions politiques, parle de problèmes qui sont aussi bien réels à Night City que dans notre monde à nous. Dans le jeu, t'es littéralement projeté dans la culture du mercenaire qui incarne tout ce dont je parle depuis tout à l'heure. Cette mentalité de risque et de récompense, c'est ce qui alimente une bonne partie de l'attrait Night City, et cette espèce de demi-sentiment d'appartenance. Il y a une des choses aussi, surtout avec la perspective de l'anime qu'ils ont vraiment bien réussi à construire dans ce monde, c'est qu'on ressent vraiment la division des classes. Les conditions de vie sont tellement différentes pour les riches. La santé privatisée signifie que les ultra fortunés ont des équipes d'urgence sur place en quelques secondes si leur merde a une consistance bizarre. Bon, j'extrapole peut-être un petit peu, mais de leur côté, les pauvres ne peuvent même pas se permettre de mourir, c'est quand même vraiment une dinguerie. Tout ça pour dire que Night City porte un discours omniprésent sur la vie, une acceptation sociale de ce contrat fataliste dont je parlais tout à l'heure, et des différentes façons d'y faire face. De leur côté, les riches échappent un petit peu à ce contrat, même carrément à ce contrat. Ils vivent dans leur tour et utilisent leur argent pour l'investir dans des technologies qui vont les rendre quasi immortels. Et garantir qu'en bas, les conditions continueront de nourrir ce contrat. La classe moyenne, même si elle n'est pas ultra présente dans la narration de 2077, mais un peu plus dans Edge Runner, existe un peu comme aujourd'hui.
Tu baisses la tête et tu serres les dents. Et les classes populaires incarnent parfaitement la thèse de Night City par laquelle j'ai commencé. Une bonne partie des sans-abri et des plus démunis sont accros à une drogue ou une autre. Parce que quand la ville censée te protéger ne prend même pas la peine de reconnaître ton existence, que peux-tu faire d'autre que te défoncer pour tenir? Ce n'est évidemment pas un problème propre à Night City et c'est omniprésent dans la plupart des grandes villes réelles aux États-Unis. Et tout ça est encore renforcé par un sentiment de causalité très ancré dans Cyberpunk 2077. Il y a un autre truc que je trouve sacrément cool dans Cyberpunk, c'est que pour presque chaque question que tu peux te poser sur le monde, il y a probablement une réponse quelque part si tu prends le temps de vraiment lire ce que le jeu te donne. Et ça donne un peu l'impression d'être dans un vrai lieu avec une vraie histoire et la plupart des choses ne sont pas juste là parce que c'est fun dans un jeu vidéo. Elles ont une véritable histoire et une raison d'être. Ça renvoie à l'idée de la culture parce que le monde n'a pas seulement une histoire, il la vit. Beaucoup de personnages font référence à des événements passés. Johnny Silverhand est littéralement un fantôme vieux de 50 ans et il offre un point de vue intéressant sur la façon dont le monde a changé. Et si tu prends un peu le temps de lire toute la littérature in-game, tu as l'impression de lire sur un vrai endroit et une vraie société. Au-delà de ce sentiment intangible d'appartenance culturelle, Night City est assez belle. Ce n'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais en matière de vie urbaine, faut quand même avouer que Night City en impose. La lueur des néons, les écrans géants, les pubs colorées, tout ça, ça représente vraiment une scène hypnotisante. Que ce soit ton style ou non, c'est difficile de nier que la ville est un véritable bijou esthétique. Pour les gens de l'extérieur, Night City est présenté comme un lieu d'opportunité infinie. Ça serait l'endroit pour enfin percer, enfin devenir une star, enfin devenir riche à en crever. Enfin quelque chose. Night City serait la solution à ta crise identitaire. C'est l'occasion de trouver un sens, peut-être même un succès. Et puis une fois que t'es à l'intérieur et que tu fais face à la réalité cruelle de l'indifférence de Night City à ton égard, tu ne pars pas. Ce n'est pas seulement difficile de sortir, c'est difficile d'en avoir envie. Malgré tout le cynisme, je pense que V est d'accord avec ça au fond de lui, sinon il ne serait jamais revenu. Beaucoup de gens veulent quitter Night City, mais ils sont trop pauvres pour déménager, soit trop envoûtés par ce truc, parce qu'il y a quelque chose de profond qui les attire ici. Alors oui, il y a énormément d'injustices systémiques à Night City, qui retiennent les gens, la pauvreté, l'addiction, les homicides pour n'en citer que quelques-uns, mais aucune de ces choses n'a le même pouvoir de séduction. Ce sont des choses qu'on impose aux gens. La culture de Night City, elle, c'est ce qui fait que les gens veulent rester, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Pour le pire, parlons d'addiction au jeu. Une des choses les plus inquiétantes propagées par cette culture, c'est cette attitude qui consiste à parier ta vie pour atteindre une nouvelle version du rêve américain. C'est un peu la rhétorique du Blaze of Glory. L'idée que la seule vie qui mérite d'être vécue à Night City, c'est une vie débridée, imprudente mais mémorable. Essayer de devenir une légende à Night City, c'est un peu comme déménager à New York ou Los Angeles pour devenir une star du cinéma. Bien sûr que c'est possible, mais c'est un pari total. Et cette mentalité peut devenir une forme d'addiction. Un dernier coup de folie et je rentrerai dans la cour des grands. Un dernier face-à-face avec la mort et je serai riche et célèbre. Encore un dernier truc, encore un dernier contrat. Mais dès le début du jeu, on te montre que les probabilités ne sont pas de ton côté. Jackie perd ce pari dès votre première grosse mission et tu l'aurais perdu aussi sans un coup de chance insensé, qu'on appelle juste le pouvoir du scénario. Donc d'une certaine façon, t'as quand même perdu ce pari, mais tu peux au moins continuer à faire tourner la machine à sous. Cette mentalité culturelle envoie donc beaucoup de gens dans des tombes précoces et atroces, et c'est l'un des effets secondaires les plus tragiques de cette culture. C'est cette danse malsaine entre l'instinct de survie et l'autodestruction. Plus tu prends de risques, plus tu as de chances d'assurer ta situation. Mais évidemment, tu as aussi plus de chances de finir sous un tas d'ordures. Et pourtant, il y a une certaine liberté qui va avec cette vie. À Night City, il y a une acceptation générale du fait que la vie est trop courte et trop fugace pour être gaspillée. Les gens embrassent donc le chaos et vivent à fond. Mais ça va à l'encontre de l'inévitable dont on parlait. Night City est entre l'espoir et le nihilisme. Cette contradiction apparente imprègne tout Night City. Et je pense que de ce fait, le chaos fait partie de ce qui la rend si captivante. Il y a un truc un peu crade à Night City qui fait aussi un petit peu écho à notre société, c'est que tout le monde est plus isolé que jamais. Enfermé derrière des murs de béton gigantesques et une infinité d'échappatoires numériques et de barrières entre les gens. Et pourtant, je me sens tellement connecté aux habitants de ce monde, à leur lutte. C'est peut-être un effet du médium. En tant que joueur, il est difficile de t'isoler comme les gens dans le jeu. Parce que c'est littéralement toi qui choisis quand entrer dans ce monde, et une fois que tu y es, tu interagis généralement avec lui. La seule vraie façon de t'isoler, c'est de ne pas lancer le jeu. Vous savez ce qui m'a inspiré cette vidéo? C'est le fatalisme, la reconnaissance et l'acceptation du fait que t'es condamné. Comment ça peut être si séduisant? J'ai pensé terminer la vidéo sur cette question. Je pense que j'ai expliqué ce qui rend la ville si attirante, comment elle peut exploiter les gens, comment l'idéal fatalisme imprègne la culture de Night City, et comment les habitants essaient de composer avec ça. Et dans l'ensemble, j'ai dit ce que je voulais dire sur la ville et le jeu. Mais il reste une idée qui me trotte dans la tête. Une idée qui répond à cette dernière question. Comment la damnation peut-elle être attirante? La réponse n'est autre que l'automutilation, plus précisément l'idée de surconsommation et du vice comme outil d'autodestruction. Il y a quelque chose de séduisant là-dedans, justement parce que tu sais que c'est mauvais pour toi. Ce n'est même pas l'attrait des parties que tu aimes, c'est l'attraction magnétique des parties que tu n'aimes pas. Une forme d'auto-torture. Peut-être que c'est une forme de rétribution, peut-être que c'est une manière de mériter ton statut d'âme torturée ou d'artiste tragique. L'automutilation est une question psychologique complexe et j'ai ni les ressources ni les qualifications pour vraiment en parler en profondeur. Mais on peut philosopher un peu dessus.
Bon, ok, faut s'accrocher un petit peu là. Il y a quelque chose d'esthétiquement satisfaisant dans la misère, et en utilisant Cyberpunk comme moyen d'entrer en contact avec l'esthétique de l'autodestruction, l'esthétique du mal-être, j'évite le vrai dommage, mais je récolte quand même les bénéfices esthétiques. Bon, il y a beaucoup le mot esthétique. En gros, c'est comme courir après une image glorifiée de l'abus de drogue dans les films et les médias. Mais disons qu'il y a quelque chose de sexy dans une cigarette. Quelque chose de mystérieux, quelque chose de pensif. Peut-être même quelque chose de tragique.